Les Charlotte Hornets donc, qui sortaient d'une saison assez catastrophique, qui suivait elle-même les déboires de l'abruti Miles Bridges, puisque vous verrez, je ne vais pas prendre de gants avec ce monsieur. LaMelo en plus, dans la saison, ratait une grande partie des matchs, 46 matchs absents, donc plus de la moitié, ainsi amputés de leur premier créateur et de son abruti de copain violent. Donc, la franchise se voyait galérer et finalement tombé au plus bas d'un cycle qui avait à peine décollé, on peut le dire, et on va y revenir, avant de se cracher complètement. Après l'échec de changement de coach d'il y a quelques saisons maintenant, vous vous souvenez peut-être de cette volonté qu'ils avaient eue d'aller chercher Kenny Atkinson, en virant James Borrego, qui faisait pourtant du bon travail. Et finalement, Atkinson se changeait d'avis pour un bon poste potentiel de futur head coach potentiel aux Warriors derrière Steve Kerr. Et finalement, la franchise revenait à un ancien coach, Steve Clifford, et donc changeait un petit peu de direction. Ça avait été un moment un petit peu particulier, un petit peu bizarre, on peut le dire comme ça. En attendant, heureusement ou pas, heureusement pour les fans et les décideurs les plus immoraux de la franchise, on va dire, et tristement pour le reste du monde, Monsieur Bridges aura gagné suffisamment d'argent pour éviter la case prison et retrouver une ligue ô combien pleutre, on peut le dire, vis-à-vis de son dossier. Cette saison, retour de l'ailier fort. Donc, en attendant une blessure au croisé qui sera bien méritée, pour l'ailier fort titulaire de l'équipe, on devra bien parler du terrain à défaut d'avoir un quelconque pouvoir judiciaire. Vous l'aurez compris, retour de Miles Bridges donc, et draft. Une draft en très bonne position, malgré tout, du côté des Hornets, puisque c'est un choix numéro 2 que la franchise se voyait obtenir cet été à la loterie. Choix numéro 2 avec lequel elle sélectionna Brandon Miller. Autre cas un petit peu particulier vis-à-vis de ces déboires judiciaires. On y reviendra peut-être rapidement, c'est moins grave que Miles Bridges, mais bon, ça ne manquait pas de faire polémique du côté de Charlotte et d'ailleurs de toute la ligue. Et c'est Benjamin, vous l'aurez compris, qui a eu la lourde tâche de se charger de cette preview. Benjamin, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que tu as pu dire sur cette franchise dans l'article écrit que je m'empresse d'aller envoyer dans le chat? Ouais, bien sûr, pas de souci. On s'est posé la question en conférence de rédaction au début, quand on s'est un peu réparti les tâches. On s'est demandé si on n'envoyait pas la même preview que l'année dernière, juste pour le troll, en se disant que finalement, c'est une franchise qu'on suit pas beaucoup et qui a un peu du mal à susciter l'excitation. Et en fait, c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire que malgré toutes les impressions qu'on peut avoir sur Charlotte, leur capacité à faire des beaux maillots, leur volonté toujours de recruter des joueurs spectaculaires, c'est une franchise qui a beaucoup de mal à attirer l'attention le temps passant. Et c'est vrai qu'on s'était posé cette question. Et du coup, on avait un peu abordé la preview en se disant, bah, peut-être qu'en fait, il n'y a qu'une forme de continuité. Alors que, la réalité, elle est un petit peu différente. Il y a eu quand même une vraie année de rupture l'année dernière, après plusieurs années de progression avec une vraie chute. Et donc, dans l'article, vous allez retrouver un petit peu la question de ce retour à ce qui a pu se faire, par le passé. L'année dernière, en fait, la franchise a été plutôt testée. Moi, je crois que la solidité d'une organisation, c'est sa capacité à rebondir quand il y a des éléments contraires. Et je crois qu'on a vu l'année dernière autour de Charlotte, justement, la faible capacité du front office à rebondir, parce qu'ils ont démarré la saison sans trop savoir ce qu'ils voulaient faire. Rapidement, ils ont bien compris qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs et ils sont allés vers du tanking. Mais on a senti quand même dans cette période de test, alors bon, c'est jamais simple d'être testé autour de ton deuxième meilleur joueur qui suspendu parce qu'il utilise un peu trop ses points. Mais en tout cas, on a bien senti l'incapacité de la franchise rapide à trouver le cap vers lequel aller. Et donc ça nous a quand même, ce qui nous a quand même plutôt inquiété. Cet été est marqué par le retour de Miles Bridges, l'arrivée de Brandon Miller, effectivement, que vous allez retrouver dans la preview. Nous, ce qu'on attend pour l'année prochaine, c'est quand même un retour de la connexion Lamelo-Bridges qu'on avait vu il y a de ça 2 ans, qui fonctionnait plutôt bien. Et en fait, autour de cette connexion, la Melo Bridges, en fait, qu'on a essayé de mettre en avant, c'est l'idée qu'il fallait que les Hornets retrouvent des finisseurs d'action pour profiter de tous les décalages qu'arrivait à créer la Melo, parce qu'il arrive quand même à en créer. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de mettre ça en avant. Notamment aussi la qualité de Washington qui a été prolongée. La question de fond qu'on essaye de se poser dans une année où on pense qu'ils vont plutôt aller jouer, au moins tenter au début d'aller jouer le play-in, qui serait plutôt dans le prolongement de ce qui s'est passé il y a 2 ans, mais on va en reparler après.
Dans l'année, il va falloir un petit peu valider sur qui investir et sur qui ils ne peuvent pas investir pour la suite du projet, parce qu'en fait, on se rend compte que dans le cœur du projet, Ball, Rosier, Bridges, Williams, Washington et Ward, on n'a que des joueurs qui n'arrivent pas à dépasser les 40 matchs de moyenne sur les 3 dernières saisons disputés dans la saison. Donc c'est un vrai sujet, donc vous allez avoir un bout là-dessus. Vous allez avoir un bout sur le rôle de Brandon Miller, mais je pense qu'on va en reparler. Et sur la Melo Ball, mais je pense aussi qu'on va en reparler autour de la question de comment la Melo peut passer un cap. L'année dernière, malgré des stats qui avaient tendance à être plus impressionnantes, mais qui étaient sans doute liées à une utilisation du ballon plus importante et des responsabilités plus importantes, quand on va regarder les stats détaillés, on se rend compte que son efficacité est plutôt en chute. Donc ça pose des questions sur la Melo Ball. Je pense qu'on va aller dans le détail au travers de tes questions, mais voilà, c'est à peu près ce que vous allez retrouver dans cette preview, avec voilà, cette idée centrale de se dire, nous, quand on a défini ce que pouvaient être les Hornets, on s'est dit reconstruction, mais la réalité elle est peut-être un petit peu différente. Et moi, je m'attends plus à ce qu'ils visent le play-in, les Hornets. C'est un peu ce qui ressort de ta preview à l'écrit et que je trouvais intéressant, c'était l'aspect. Finalement, aux sorties de la lecture, etc., on se pose la question de mais est-ce que vraiment ça vise un tank complet ou est-ce que oui, effectivement, les bévues des 2 dernières saisons, est-ce que c'est pas beaucoup le contre-coup des absences, des blessures, je trouve, où il y a eu et des absences et des blessures du coup, notamment la Melo. Et finalement, est-ce qu'ils reprennent pas beaucoup plus avancé que ce qu'on imaginerait? Est-ce que en fait la doxa du moment là peut sous-entendre? Du coup, les questions qu'on voulait se poser, sur laquelle on voulait orienter ce live, c'était vraiment l'aspect, est-ce que c'est une réelle reconstruction ou la reprise du process d'il y a 2 ans? Qu'est-ce qui est déjà avancé et qu'est-ce qui peut être amélioré? Par rapport à ça, moi je trouve que effectivement tu le dénotes très bien dans la preview. Il y a un trio potentiel qui semble extrêmement bien équilibré, notamment offensivement, avec LaMelo, Bridges et Brandon Miller. Est-ce que tu veux parler un petit peu de Brandon Miller pendant que derrière je balance un petit peu quelques sources, notamment nos gars de chez Envergure, bien sûr, dont on salue le boulot. Je vous enverrai bien sûr dans le chat et pour la rediffusion YouTube dans les commentaires les liens vers tout ça, ainsi qu'une petite vidéo qui tournera en fond. Est-ce que tu peux nous parler un peu du profil Brandon Miller et pourquoi ça fit autour notamment de LaMelo et Bridges? Brandon Miller, c'est un joueur qui était comparé à Paul George, dans le meilleur des cas, à Rudy Gay dans le pire. C'est un peu les éléments de comparaison permettent toujours un petit peu de se situer. Je ne sais pas si cette comparaison est tout à fait bonne, parce que pour l'avoir vu jouer un peu en universitaire et durant la Summer League, c'est un joueur qui est plutôt un finisseur d'action qu'un initiateur. Et je ne sais pas si Paul George, on peut le considérer comme un finisseur d'action. En tout cas, c'est un numéro 2 de draft, donc forcément, c'est un joueur qui est très intéressant. Et je pense que Brandon Miller, il va pouvoir s'inscrire dans une logique qui est de profiter des décalages faits par la Melo Ball. Dans le corps un petit peu d'utilisation des Hornets, on avait beaucoup de Gordon Hayward et de Terry Rozier qui ne sont pas des finisseurs d'action. Et je trouve quand on regarde jouer les Hornets, on voit un LaMelo qui fait beaucoup d'écarts. Et le vrai sujet, c'est de savoir comment profiter de ces écarts pour être un petit peu plus performant. À titre d'exemple, sur cet élément-là, on a mis en avant le trio qu'il portait il y a 2 ans avec Miles Bridges et PJ Washington, qui était, je crois, le trio le plus utilisé par les Hornets il y a 2 ans, et qui avait un net rating de +5, ce qui est quand même intéressant pour un trio. Et pour le coup, là, on était complètement dans cette logique-là, quoi. PJ Washington et Miles Bridges, c'était des finisseurs d'action. Donc je pense que Brandon Miller, il va rentrer un petit peu dans cette case-là de finition des actions. Et autour de Bridges, de Washington, de Brandon Miller, on peut avoir une équipe qui arrive à maximiser les écarts qui sont faits par la Melo Ball. Et en plus de ça, leur utilisation pourrait peut-être permettre de diminuer un petit peu l'utilisation de Terry Rozier, ne serait-ce qu'en termes de minutes. Parce qu'on a bien vu que Terry Rozier, l'année dernière, en termes de minutes, c'était assez compliqué. Moi, il me semble que tout ce qu'on constate autour de la baisse d'efficacité de la Melo Ball, alors elle est quand même grandement considérée au niveau du shoot, hein, c'est surtout au niveau du shoot et de son efficacité au shoot, qu'on a eu une baisse, mais je pense que la baisse d'efficacité globale qu'on constate autour de la Melo Ball, elle concerne beaucoup ces profils de joueurs qui l'entourent, à savoir l'année dernière un manque de finisseurs d'action, et notamment son premier acolyte qui était Miles Bridges. Ouais, je te rejoins là aussi où j'accentuerai un petit peu ton propos, c'est par rapport aux zones du terrain qui sont potentiellement concernées par rapport à la venue de Brandon Miller et qui explique certainement
Alors que Guillaume nous demande dans le chat justement, Scoot Lamelo quid du fit. Et il y avait eu toute cette polémique justement avec le choix de Brandon Miller qui posait problème parce que voilà, dans ces équipes de reconstruction, souvent, les intéressés de la draft, du scouting, etc., ont tendance quand même à privilégier une approche au talent plus qu'au fit. Et les Hornets ont préféré le fit avec ce choix de draft de Brandon Miller à la place de Scoot Anderson, qui semblait plus talentueux, mais potentiellement qui aurait pu marcher sur les plates-bandes de la Melo. Parce que Brandon Miller, à côté de ça, on a un vrai 2-3 scoreurs, notamment shooter. On a de très bons pourcentages au shoot à 3 points, en catch and shoot, en mouvement, aussi stationnaire en mouvement, vous pouvez le voir un petit peu sur la vidéo. Il a de l'upside sur le scoring, peut-être sur le dribble, mais une petite faiblesse peut-être de finition au panier. Et c'est là où tu fais bien aussi de rappeler, voilà, encore une fois, le retour de Miles Bridges, qui lui apportera du côté proche du panier plus que Brandon Miller. Et là, du coup, je trouve qu'on a un trio assez complémentaire. Avec, tu le disais, des PJ Washington aussi qui peuvent s'implémenter là-dedans, peuvent aussi se mettre dans ce cadre-là. Effectivement, ça semble plutôt bien se fitter, en tout cas. Ouais. Moi, c'était un peu ma question. C'était par rapport à ça. Tu parlais du fait qu'il y avait peut-être des absences autour de la Melo qui faisaient qu'il perdait en efficacité parce qu'il devait peut-être plus attaquer, plus avoir de volume sur le scoring. Moi, j'avais des questions aussi sur voilà, l'aspect spacing, etc. Et pour le coup, Brandon Miller répond assez à cette problématique. Après, il y a toujours l'autre problème dont on parlait dans cette équipe des Hornets, et peut-être qu'on va passer sur le plan défensif. Pour le coup. Est-ce que je peux poser quelques questions sur l'attaque ou Vas-y. Oui, je t'en prie. Non, mais bien, Azad. Non, mais c'est parce qu'on parlait un petit peu de pression sur le cercle, justement, et de finisseur. Et en fait, moi, je trouve qu'elle est un peu, elle est un peu bancale de ce côté-là, parce qu'en fait, c'est une équipe qui est beaucoup allée au cercle l'année dernière. En fait, c'est la quatrième équipe qui est le plus allée au cercle l'année dernière pour ses tentatives au tir. Derrière Houston, les Lakers et OKC. Donc des équipes dont, surtout, bon, les Houston, on s'en fout, mais les Lakers et OKC, on sait qu'ils ont construit un petit peu leur équilibre offensif là-dessus. Donc il y a déjà cette volonté un petit peu du coup d'aller au cercle grâce à des finisseurs justement avec Nick Richard et Mark Williams. Donc en fait, moi sur la pression qu'ils vont pouvoir mettre au cercle, c'est pas trop le problème, c'est plus la réussite qu'ils vont avoir. Parce que par contre, côté réussite au cercle, ils ont des finisseurs un petit peu donc d'amenage verticale. Mais si Brandon Miller, de ce que j'ai compris, hein, de ce que vous disiez, finition intérieure, c'est pas incroyable. Du côté de la Mélo, il est aussi vraiment pas bon du tout en finition intérieure. Et en plus, il prend vraiment très peu de fautes. On en parlait avec un fan des Hornets qui expliquait aussi que ça pouvait être lié à sa peur de se blesser. Mais en fait, moi, le problème qui me pose offensivement, c'est pas trop l'accès au cercle et la pression qu'il va y avoir au cercle et même l'utilisation du spacing, parce que je pense qu'ils ont le spacing vertical et un peu les armes pour ça. Et en plus, la mélo d'avoir des mecs qui peuvent proposer une menace verticale, bah, c'est trop bien parce que bah, justement, c'est un passeur très très bon. Gordon Hayward aussi peut proposer ça un peu en créateur secondaire ou tertiaire. Monterrey Rosier, c'est un peu une quiche, mais à voir comment il peut s'intégrer dans un collectif. Mais du coup, ouais, c'est un peu comment réussir à balancer ça. Et est-ce qu'il n'y a pas justement un échange à faire ou quelque chose à aller chercher d'un mec qui soit capable de mieux finir à l'intérieur sur les lignes extérieures? Parce qu'on a l'impression que même s'ils vont beaucoup au cercle, il n'y a que les pivots qui peuvent vraiment, enfin que les intérieurs qui peuvent vraiment être menaçants, quoi. Je pense que une des premières réponses qu'on peut faire à ce que tu dis, c'est que je ne sais pas trop dans quelle mesure on peut jauger ce qu'ils ont produit l'année dernière, sachant que leurs deux principaux créateurs, qui étaient Lamelo et Gordon Hayward, étaient quasiment tout le temps blessés. Et je sais pas, tu vois, enfin, imaginons un monde où les deux sont pas trop blessés. Je sais pas trop à quoi va ressembler leur attaque en réalité. On les a pas vus avec Steve Clifford là-dedans. Est-ce que tu attaques autant le cercle quand tu as beaucoup plus de Lamelo, quand tu as beaucoup plus de Gordon Hayward? Je sais pas trop ce que ça donne. Je pense que j'avais pas regardé le détail des stats près du cercle. Il n'y a pas trop de raisons que ça bouge, même si Miles Bridges
apparaît quand même comme étant un joueur très performant là-dessus, notamment en transition. Alors sur demi-terrain, c'est un peu moins le cas. Mais la première réponse que je te donnerais, c'est ça, quoi. C'est est-ce que vraiment on va avoir le même type d'attaque que l'année dernière? Je suis pas trop sûr. Par contre, là où tu as raison, c'est que dans le jeu qu'ils veulent développer, avec beaucoup de pics, ou comme je te le disais, comme je le disais, je pense qu'il y a un vrai sujet autour des finisseurs d'action. Tu as pris l'exemple des deux intérieurs qui sont des bons finisseurs d'action. Miles Bridges, c'est quand même, on verra quel niveau il va avoir, mais un très bon finisseur d'action. Brandon Miller tourne à 43% l'année dernière en catch and shoot à 3 points, avec je crois 7 tentatives par match, donc c'est assez intéressant. Ce qui est sûr, c'est là où tu as raison, c'est que Lamelo va falloir qu'il progresse là-dedans. Parce que pour pouvoir contrebalancer tout ça, il faut que lui, il soit plus performant dans son attaque de cercle. Donc tu as raison, il y a un sujet autour de l'attaque de cercle, a priori en tout cas pour moi, notamment de Lamelo, plus que des autres. Moi, je voulais aussi venir par rapport à ça aux intérieurs. On sait que avoir un bon poseur d'écran, ça peut aider. C'est quoi le pivot à l'intérieur chez les Hornets? Alors, il y a eu Mark Williams qui est plutôt bon, a montré de belles choses et a eu un peu plus de temps de jeu cette année. Il y a une problématique Kai Jones qui a été drafté la saison passée, mais qui a un peu disjoncté cette intersaison dans certaines vidéos, etc. Donc on ne sait pas ce qu'il en sera de sa participation à l'équipe ou pas. C'est encore une autre difficulté, un autre joueur à difficulté dans ce roster des Hornets, puisqu'il en manquait tant. Du coup, il y a cette problématique-là qui dure depuis quelques temps aux Hornets. On a vu on a eu des Mason Plumlee à un moment, on a eu des joueurs comme ça. C'est très bon dans ce registre des écrans d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? Est-ce que c'est pas aussi un upgrade à avoir en termes de personnel à ce niveau-là? Je sais pas, je pose la question. Ouais. Je crois que effectivement dans la preview, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a 2 ans, ils ont fini en 43-39 et que c'était quelque chose qui peut te permettre de viser plus haut et que l'effectif était plutôt dans une continuité avec l'ajout de Brandon Miller. C'est vrai qu'il y a un élément sur lequel on a une vue plutôt positive, c'est le changement de rotation intérieure, avec des intérieurs, comme le dit Azad, qui sont plus verticaux, plus jeunes aussi, peut-être un peu plus adaptés à la course de Lamelo. Mais ce qui est vrai, c'est que Mason Plumlee, alors qu'il était là, il y a 2 ans, et Plumlee, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un peu en tout cas pour ce type d'équipe-là, qui est autour de là, entre 15e et 25e place NBA, on sait que c'est plutôt une valeur sûre. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question autour des pivots qui le remplacent et de ce qu'ils apportent. Je pense que Azad a raison, ils apportent plus de verticalité, un peu plus de qualité athlétique. Par contre, l'élément que tu perds, c'est la qualité d'écran, qui me semble, alors j'ai pas regardé de stats, là pour le coup c'est pas de stats, c'est plutôt ce que j'ai vu cette année avec les Clippers, qui me semble être très très bonne chez Plumlee et qui facilite grandement le travail des porteurs de balle. L'autre chose par rapport à ça, et j'en ai tout à l'heure à ma transition, c'est que c'était beaucoup un jeu de transition aussi. Les Hornets, il y a 2 ans, si je ne m'abuse, bien aidé par le playmaking de Lamelo qui est très bon dans ce domaine-là. Et les courses de Bridges. Et les courses de Bridges. Exactement. Et pour ça, il faut aussi réussir à faire des stops défensifs. En tout cas, plus il y a de stops défensifs, plus il y a de potentiel de transition, plus il y a de potentiel d'influence sur l'offensive rating dans sa globalité. Et est-ce que c'est une équipe qui est capable de défendre? Je parlais de Mark Williams tout à l'heure, qui est vraiment intéressant, je trouve, dans la protection du cercle, et peut être intéressant dans ce domaine-là, mais autour de lui, ça reste assez pauvre ou en point d'interrogation pour la plupart des joueurs. Il n'y a pas vraiment beaucoup de spécialistes défensifs, et c'est une équipe qui, justement, depuis 2 ans, trust les bottom 10 au defensive rating. Je ne sais pas si Azad, peut-être, tu as quelque chose à dire là-dessus, ou sinon, Benjamin, tu peux bien sûr reprendre la main. En vrai, il y a un truc qui est un peu spécifique, je pense, à cette équipe de Charlotte et qui est lié à la transition, c'est peut-être sa façon de défendre, en fait. Et on peut le voir un petit peu dans les stats avancées. Et par exemple, tu vois, ils sont toujours nuls en défense. Tu vois, même l'année dernière, donc dans l'année qui marche à peu près bien, c'est une équipe qui est 20e en defensive rating, mais par contre qui est que 6e qui est 6e ou 5e en turnover provoqué. Et en fait, il y a une vraie volonté de chercher de la transition. Donc en fait, la défense, même si tu veux, même si elle va pas être élite,
elle va t'apporter, en fait, ça va être ta première attaque, entre guillemets, ou ton premier système d'attaque. C'est cette défense qui va chercher à créer du turnover. Et en fait, ils sont tout simplement, depuis 2021, ils sont premiers sur les points par possession sur les transitions qui viennent d'interception. Et l'année dernière, ils étaient premiers au point par possession sur toutes les transitions réunies et troisième à la fréquence. Donc en fait, je reparle de l'attaque, désolé, mais pour dire qu'en fait, ouais, leur défense agressive sur la perte de balle, c'est un petit peu leur première attaque. Je pense que c'est un peu ça aussi qui est important à souligner, c'est qu'ils n'ont pas forcément d'avoir une bonne défense pour créer de la transition, mais un type de défense qui va en générer, disons. Est-ce que c'est pas un type de défense qui, par essence, limite énormément ton plancher défensif parce que risqué, parce que qui ouvre l'accès au cercle à plein d'extérieurs et qui peuvent ensuite créer du décalage et avoir du haut rendement près du cercle face à Charlotte. Est-ce que c'est pas du coup le serpent qui se mord la queue de on a un style qui est offensivement sur la transition, etc. Et du coup, parce qu'on n'a pas une défense finalement très bonne ou même correcte plus, on est obligé d'avoir un style très agressif pour l'entretenir, cette attaque-là. Mais du coup, on reste bottom 10 dans la defense rating et au final, est-ce que ça limite pas les ambitions de l'équipe par essence, ce truc-là? Je pense que à long terme, si, mais je pense qu'à court terme, pour aller chercher ce qu'ils veulent chercher, ce qui est un play-in, c'est-à-dire que tu décides Shortcut. juste d'en mettre. Ouais, tu décides d'en mettre plus que t'en prends, quoi. Et Ouais, du coup, en essayant d'en mettre le plus possible sur des attaques. En fait, si tu veux, ta transition va être plus efficace qu'une attaque placée contre laquelle tu vas jouer, où tu vas où tu vas prendre des risques. Donc, en fait, c'est un peu ta vase communicante ou en fait, le pari que tu es capable de prendre. Et l'année dernière, du coup, ils avaient le 6e offensive rating et le 20e defensive rating en jouant beaucoup là-dessus, en fait. Et du coup, en fait, c'est à quel point tu arrives à être bon en transition et efficace sur tes risques et à quel point tu peux les compter. Mais c'est une question de balance un peu. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt aujourd'hui, en tout cas en saison régulière, de jouer avec Lamelo sans avoir ce style-là. Pour donner un peu un ordre de comparaison, il y a 2 ans, les Hornets, c'était la deuxième équipe qui jouait le plus de transition. Ils avaient la 11e efficacité. L'année dernière, avec beaucoup moins de Lamelo, donc, puisqu'il a été énormément blessé, et plus de Miles Bridges, ils sont passés 11e équipe qui en tentait le plus, mais avec la 28e efficacité. Donc, je pense que ça nous indique un peu sur ce que génère Lamelo dans ton jeu et ce que génère aussi Miles Bridges, parce que je pense qu'on ne peut pas le décorréler de Miles Bridges, et du coup, c'est compliqué de ne pas jouer comme ça. Pour ce que tu dis, N5, il me semble, Clément, pardon, il me semble qu'il y a quand même un élément qui est un peu important. C'est qu'ils ont quand même changé de coach en 2 ans. Et Steve Clifford, il me semble, hein, c'est toujours l'image en tout cas que j'ai eu de Steve Clifford, quand même un coach qui a plutôt une identité de base défensive. En tout cas, bien plus que James Borrego, qui avait un jeu quand même un peu tout pour l'attaque. Donc, il va avoir une première année avec un effectif complet qui doit viser quelque chose. Je suis assez intéressé de voir en termes de justement de prise de risque sur les lignes défensives, sur les lignes de passe. Est-ce qu'on se donne une chance en fait? C'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'on se donne une chance de faire des stops ou est-ce qu'on est très agressif pour jouer au maximum que possible la contre-attaque? Je suis assez intéressé de voir ce que va proposer Steve Clifford là-dessus, qui me semble a une approche du jeu qui est très très différente de James Borrego là-dessus. oui, moi la dernière chose par rapport à la question qu'on posait peut-être par rapport à ces Hornets vis-à-vis de la reconstruction ou bien évidemment reprendre en fait ce qu'il y avait déjà à 2 ans, la belle saison, la surprise qui avait été avec l'éclosion de Lamelo et sa venue tout simple en NBA, qui avait vraiment été surprenante, qui avait drivé cette équipe justement dans les places de play-in plus que dans les places de reconstruction et de tanking. Est-ce que vous pensez que le talent est suffisant et la draft a été suffisamment bonne maintenant, le young core comme on dit est suffisamment talentueux pour justement envisager maintenant de réellement passer un cap et de viser activement ce play-in là, ou est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? Est-ce qu'il manque pas certains aspects? Est-ce que c'est pas un petit peu juste? On parlait de création, Lamelo bien sûr est omnipotent, il n'y a pas grand chose derrière lui. Tu parlais de Gordon Hayward à un moment.
C'est un Gordon Hayward vieillissant. La saison passée, ça a été compliqué. Il y a toujours ce souci de blessure. Est-ce qu'on peut compter réellement sur lui sur le long terme? Autant Lamelo Ball a manqué des matchs, mais bon, on peut s'imaginer que ça peut se régler. Il est toujours jeune, etc. On peut imaginer que c'était qu'une mauvaise phase. Autant Gordon Hayward, ça risque de pas s'arranger en vieillissant. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement en termes de timeline, en gros, pour dire est-ce qu'on passe vraiment ce cap d'ambition vers le play-in ou c'est encore trop tôt? Je vais lancer Azad du coup parce que Benjamin du coup t'étais juste avant et après bien sûr tu pourras répondre. Pas de souci. Voilà. En vrai, pour moi, c'est plus. En fait, là, ce que j'aimerais qu'ils arrivent à faire, c'est de trouver sur qui ils ont envie de miser et qui ils ont envie de trade. Tu vois, par exemple, tu as Mark Williams et Nick Richard qui ont des profils un peu similaires potentiellement au même poste. Bon, bah voilà, tu vas falloir prendre des décisions, récupérer des assets et envoyer des trades possiblement. Même Hayward, est-ce qu'il va pas aller faire du bien chez un contender? Est-ce que Terry Rozier, il faut pas l'envoyer en Australie? Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des trucs vraiment à faire quand même de ce côté-là. Donc, j'ai plus d'attentes en fait sur euh, qui créent une meilleure connaissance de leurs forces et leurs faiblesses pour savoir comment bah, du coup mieux construire pour les années prochaines. Et là, pour moi, c'est encore une année laboratoire. Et c'est pour ça que c'est dommage d'avoir un coach comme lui aussi un petit peu conservateur et qui va pas forcément permettre trop d'expérimentation, contrairement à Borrego. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est encore une année une année labo, disons. Et j'aimerais bien voir des trades, j'aimerais bien voir du mouvement et peut-être le fait d'avoir aussi un changement tout en haut de l'organigramme, ça va permettre ça. Donc voilà un petit peu mes attentes en termes sur la saison. Donc c'est pas trop des attentes de résultats, mais plutôt de logique de construction. Tu fais très bien de le mentionner, Azad, parce qu'on ne l'a pas encore dit, parce qu'il y a eu le gros changement à Charlotte aussi, c'était le changement de propriétaire. Michael Jordan a enfin laissé la main. Il a été critiqué à foison et à raison bien souvent pour ses choix discutables. La page est tournée, tu fais bien de montrer aussi que ça peut avoir un impact. Bien sûr, je dois citer aussi, avant de te donner la parole, Benjamin, Guillaume, à qui disait quand même, a raison je pense, cet enfoiré de Hazard qui prêche pour récupérer des assets pour qu'ils envoient à Boston Nick Richards, bien sûr, carton jaune de mauvaise foi. Tu as l'œil, Guillaume, merci de repérer ça. Bien sûr, il faut le dire et notifier nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Azad. Vu le rachat de la franchise, on ne connaît pas encore les priorités du nouveau proprio pour le GM, nous dit Tom. On revient là-dessus et tu faisais très bien d'ouvrir cette question-là aussi, Azad, parce que forcément, il y a un aspect un petit peu plus global là-dedans et surtout un aspect en attente vis-à-vis de ce que ça va être. On ne saurait sur quel pied danser pour l'instant. On verra ça durant la saison et le futur de la franchise. Si le proprio dit objectif play-off sur les 2 prochaines années, nous dit Tom, je note que personne n'a mentionné la recrue la plus classe de l'intersaison. Alors là, peut-être fais attention à ce que tu vas dire, assez parlé de moi, sinon on risque de se battre. Benjamin, dernière petite chose ici que je notais, si tu peux rebondir aussi sur ce qui a été dit avant, hein, mais ouais, en plus... Déjà, parce que je pense qu'on peut... Et je te le donnerai après. Je suis assez d'accord avec ce que dit Azad, mais je pense pas que ça soit complètement impossible à matcher avec la volonté de jouer le play-in. En tout cas, on peut essayer de partir d'éléments un petit peu factuels pour voir quelle est la direction de ce qu'ils souhaitent prendre. Aujourd'hui, ils n'ont pas une construction, je parle de salary cap, de contrat, qui ressemble à une équipe qui souhaite être en reconstruction. Il n'y a que Gordon Hayward qui est en fin de contrat cette année, sinon on a encore des contrats qui tiennent encore sur quelques années. Ils ont fait le choix de prolonger P.J. Washington pour 3 ans à un prix qui me semble plutôt être un bon prix, donc il aurait peut-être fait quoi qu'il arrive, mais en tout cas ça donne une indication sur le fait qu'ils ont envie de continuer ce qu'ils font, et ils ont fait le choix de reprendre Miles Bridges. Si tu es dans une logique de continuer un peu à tester, je ne sais pas si tu reprends Miles Bridges. Pour moi, quand tu reprends Miles Bridges, c'est que tu envoies quand même un petit peu l'info que tu veux aller chercher plus haut. En tout cas, il y a 2 ans, ils ont fait 43-39. Si tu fais 43-39 cette année, enfin l'année dernière, ça correspondait à la 9e place. Donc je pense qu'ils vont le viser quand même. Il y a un enjeu qui est certain durant la saison, c'est de valider, et là Azad a complètement raison, c'est de valider les joueurs avec lesquels tu construis ton projet, notamment en termes de blessures.
Notamment de voir si des joueurs comme Gordon Hayward, qui est en fin de contrat, est capable de faire plus de 55-60 matchs, et de voir si à la fin de la saison, tu peux lui proposer un contrat à 15 millions par an ou si tu arrêtes. La Mélo, ils l'ont prolongé, donc je pense qu'ils vont pas se poser la question, mais peut-être une petite question autour de la Mélo quand même à se poser pour voir si on commence à ouvrir l'idée qu'on puisse ne pas construire avec la Mélo avant qu'il perde trop de valeur parce qu'il a trop de blessures. Terry Rozier est assez solide, mais par contre, Miles Bridges, il y a eu ses problèmes extra-sportifs qui l'ont enlevé. Donc effectivement, je pense qu'ils vont chercher à viser le play-in. Tout porte à croire qu'ils vont jouer le play-in, qu'ils vont le tester, qu'ils ont les capacités, au vu de ce qu'ils ont proposé il y a 2 ans. Je ne suis pas sûr qu'ils soient moins forts que Toronto ou Chicago, tu vois, qui étaient 9 et 10e. Et en même temps, ils vont quand même voir quels sont les joueurs sur lesquels ils peuvent compter durant la saison. Je pense que si ça part en cacahuète totale et que dans les premiers mois ça marche pas, faudra pas être étonné de voir Gordon Hayward, Terry Rozier, voire peut-être même Miles Bridges dès qu'ils peuvent. Mais je pense qu'ils vont vraiment quand même tenter leur run. Et C'était un qu'ils peu ont les là où je capacités, puisque voulais c'était ta question. C'était un peu là où je voulais aller aussi dernièrement pour finir, parce qu'après on a 2 autres previews, messieurs. La chose sur laquelle je voulais finir, c'était l'aspect quels assets potentiels ensuite et quel recrutement ou quel poste visé, même à la draft un peu plus haut, sans être forcément dans les loteries, etc. On parlait un petit peu du poste de pivot sur lequel il va falloir décider, et Azad faisait bien de le mentionner aussi. Il y a quoi aussi un petit peu de profondeur dans la création du coup, notamment avec encore plus si on arrête avec Gordon Hayward qui est en fin de contrat. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme poste ou comme chose qui serait intéressante pour le futur de la franchise en termes de postes ou d'assets à aller chercher ou de choses à cibler? Pour moi, l'équipe, le roster est assez équilibré en termes de profondeur et de ce qu'on propose au vu de ce qu'ils souhaitent chercher. Il y a peut-être un petit sujet effectivement autour de la création qui va beaucoup reposer sur la Mélo et Terry Rozier. Et si Gordon Hayward est blessé, derrière c'est un peu light. Moi je vois pas d'autres meneurs de jeu. Bouknight c'est plutôt un 2. Je suis pas sûr qu'on puisse considérer que Frank Ntilikina aujourd'hui est un meneur de jeu. Nick Smith Jr. qui est l'autre drafté qu'ils ont eu n'en est pas un non plus. Donc il y a peut-être un sujet d'aller chercher un créateur de plus, notamment pour combler les blessures qui ont tendance à vite venir. Et à l'intérieur, Kay Jones va vraiment ouvrir un spot à l'intérieur et j'aimerais bien qu'il récupère un troisième intérieur qui est plus dans ce que tu avais décrit au début, à savoir fort dans les rôles de soutien, quoi. Fort sur de la prise d'écran, un peu dirty à l'intérieur. En fait, j'aimerais bien qu'il roule à la Conley comme il l'avait, qui je pense leur ferait beaucoup de bien pour venir compléter Mark Williams et Nick Richards, qui sont quand même très très jeunes. The Dangerous Man qui nous dit peut-être aller chercher un McConnell par exemple pour la création que tu dis, mais qui est très coté, n'est-ce pas McConnell? Il va falloir un petit peu aligner, je pense. Notamment, en plus, je ne sais pas si les Pacers sont très chauds pour l'envoyer. Peut-être le package Buddy Hield, mais est-ce qu'ils ont les assets pour? Est-ce que c'est pas plutôt du package pour du contender avec des tours de draft ou des choses comme ça? Ça, c'est une autre question. Il y a beaucoup de versus dans le chat de la part de Guillaume. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires YouTube à les prendre au premier degré et à nous dire ce que vous en pensez à chaque fois, alors que Tom nous dit tester de jouer le play-in pour encore en prendre 25 comme les 2 premiers qu'ils ont joué. Il y a un petit peu cet aspect-là aussi pendant un temps. D'accord avec Benjamin, nous dit-il en plus, sauf pour la création de Miller, qui je pense peut-être pas mal, qui était un créateur solide au niveau NCAA. C'est très intéressant que tu le dises aussi, Tom, parce que ça ouvre aussi l'aspect upside de Brandon Miller potentiel. J'ai vu un petit peu les 2 avis sur sa création, notamment pour les autres. Je sais que la team Envergure est plutôt dans le négatif par rapport à ça, en mode une création assez simpliste pour l'instant. J'ai vu d'autres scouts qui étaient un petit peu plus positifs vis-à-vis de sa création collective, on va dire. Donc, ça reste du work in progress, en tout cas de l'upside potentiel, mais effectivement quand tu as aussi un autre joueur drafté aussi haut et avec autant de potentiel, ça peut aussi drastiquement changer le cours de ta franchise. Est-ce que on peut clôturer le chapitre Hornets ou est-ce qu'il y a une dernière chose à ajouter? Si vous le faites, faites-le vite si vous plaît, comme ça on passe à la suite. Peut-être pour compléter juste sur Brandon Miller, tout à l'heure, on pense qu'il est plutôt ici pour être quelqu'un qui vient conclure les actions que les initiés. En NCAA, il tourne à 2 passes décisives de moyenne, ce qui n'est pas énorme, ce qui le pose plutôt comme un rôle de connecteur. Par contre, la question qu'il va avoir, c'est sa capacité à créer son shoot. Et peut-être par la création de son shoot, il sera capable d'apporter un peu de création, justement. Ce qu'on a vu en pré-saison,
c'est que dans ce rôle-là, après c'est que de la pré-saison, mais il était extrêmement peu efficace. Pré-saison ne fait pas saison, ne fait pas loi, heureusement. Alors que Guillaume, pour une fois, nous sort un calembour de plus haut niveau avec, je pense qu'il n'est pas prêt pour être mis sur le devant de scène. Perso, je le mettrai encore en régie, Miller. Voilà, vous apprécierez bien évidemment. Bon, on espère qu'on a été non pas exhaustif, mais au moins un petit peu intéressant vis-à-vis de Charlotte. On voulait essayer de globaliser un petit peu la situation dans laquelle était la franchise, puisque avec les absences des dernières saisons, vous l'aurez compris, il y a eu une sorte de placement, reconstruction, play-in un petit peu en porte-à-faux qui s'est faite naturellement, et donc ça méritait à notre sens en tout cas question. N'hésitez pas à aller bien sûr lire la preview ciné Benjamin, allez sur le site de QI Basket et elle sera en lien bien sûr dans la description et dans les commentaires YouTube. Ça vous permettra aussi de voir d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément citées, et nous ça nous permet de compléter, d'approfondir, d'aller un petit peu plus loin ou de changer d'angle et d'avoir une preview un petit peu plus complète au global.